Nouvelle conférence maintenant sur comment créer un bien propre en communauté, maîtriser les récompenses et le rapport d'une donation, la comptabilité de la SCI au service du droit patrimonial, une conférence présentée par un spécialiste dans l'organisation et la transmission patrimoniale, Maître Arnaud Wyss, notaire à Rezé. Bonjour Maître. On déclenche le chrono, vous avez 45 minutes pour vous. Alors dites-moi tout. Que cherchez-vous? Des exemples chiffrés. C'est bon pour vous? Bon. Je vous rajouterai 2 minutes, promis. Bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à ces journées sur la famille pour vous parler de la comptabilité des sociétés civiles au service du droit patrimonial. Quelle utilité de la société et grâce à quelle spécificité? En d'autres termes, quel service une société civile peut nous rendre qu'aucun autre outil n'offrira et moyennant quelles contraintes? Cette société civile que nos clients considèrent trop souvent comme la solution universelle face à une problématique mal définie ou des objectifs obscurs. Donc pour construire notre réflexion, je vous propose de définir nos contraintes, hiérarchiser nos objectifs et puis évoquer l'utilité de la société civile dans les solutions proposées. Nos contraintes, elles résultent de 3 étapes cruciales de toute vie qui vont entraîner une baisse de revenus, des coûts fiscaux et une augmentation des dépenses quotidiennes. La première étape, c'est le passage à la retraite, qui va entraîner une baisse de revenus, qui suppose donc de créer des revenus complémentaires à la fiscalité maîtrisée. La deuxième étape, c'est le premier décès dans le couple, qui entraîne une deuxième baisse des revenus, compensée par une réversion de retraite seulement pour les époux. Attention, les conjoints survivants qui perçoivent une retraite personnelle d'au moins 20 000 € ne percevront pas la réversion sur le régime général, mais seulement sur certaines complémentaires. Et vous savez que les partenaires et concubins n'ont pas le droit à sa réversion. Donc la nécessité d'un revenu complémentaire sera encore plus évident encore au premier décès. Le premier décès, c'est également un risque de fiscalité successorale. Le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, mais devra assumer le coût des droits de succession dus par les enfants. Pour ça, on a une solution simple depuis la loi TEPA. Il suffit de faire des donations entre époux qui valent legs universel, qui permettront au conjoint de cantonner, faire son marché dans la succession pour assurer son autonomie patrimoniale, et puis mettre au nom des enfants de quoi utiliser les abattements du prédécédé. Donc le premier décès est facile à gérer. Le deuxième décès, évidemment, générera une fiscalité pour les enfants. On essaye tous de neutraliser grâce à des donations en nue propriété, qui, comme vous le savez, procurent plusieurs avantages qu'on va essayer d'améliorer avec la société civile. La réserve d'usufruit qui diminue l'assiette de l'impôt, selon l'âge de l'usufruitier. L'utilisation d'un abattement de 100 000 ou de 31 865 spécial liquidité qui se recharge tous les 15 ans. Une évaluation figée après le délai de reprise, et puis la prise en charge des frais et droits par le donateur, non considérés fiscalement comme une donation. Alors comment la société civile peut nous aider à mettre en place cette protection économique et juridique? Le contrat de société recèle des services spécifiques.
Le premier point important à souligner, c'est la protection du cercle des associés. D'abord parce qu'il permet de choisir son associé en mettant à l'écart son conjoint comme en bien qui pourra renoncer à la qualité d'associé. Il permet d'éviter l'entrée d'enfants de premier lit grâce à une clause d'agrément. Il assure un mode démocratique de prise de décision plus souple que l'unanimité prévue en cas d'indivision. Il permet de retenir revenus et tout pouvoir en cas de transmission, on va y revenir tout à l'heure. Et une cogérance assurera la continuité de la gérance en cas de décès d'un des gérants. Mais attention, le contrat de société civile suppose une activité civile, sous peine d'une imposition d'office à l'impôt sur les sociétés et une remise en cause des actes de la société. Ainsi, en cas d'achat d'un bien immobilier pour créer un revenu complémentaire, si l'environnement économique nous incite à la location meublée, la SCI n'est pas le bon support. En effet, si le choix se porte sur la location meublée, la détention directe en LMNP va permettre plus de déficit que la location vide, notamment grâce à l'amortissement des biens immobiliers. Mais en détention directe, vous avez compris, le fait d'amortir nous empêche de transmettre aux enfants. Parce que si je transmets la nue propriété à un enfant, je ne peux plus l'amortir et je perds l'intérêt de la location meublée. D'où le recours plutôt à une SARL familiale, plutôt que la société civile, pour continuer à amortir les biens tout en transmettant aux enfants. Mais attention, le recours à la SARL familiale, en tant que gérant majoritaire, générera des cotisations sociales. Donc certains choix à orchestrer, mais éviter évidemment la société civile pour la location meublée. Si la location vide semble plus simple à gérer, plus adaptée au marché, là la société civile peut parfois apporter une aide juridique, des opportunités fiscales par rapport à la détention directe, à condition de maîtriser les effets comptables. Vous savez qu'il n'y a pas d'obligation légale de tenir une comptabilité dans une société civile, mais seulement les obligations que l'on se crée dans les clauses de nos statuts. Donc si la comptabilité n'est pas obligatoire, elle reste indispensable pour chiffrer les échanges financiers entre un associé et la société, pour chiffrer les comptes courants, la reddition du compte des gérants et l'évaluation des parts. Donc cette comptabilité va nous être indispensable pour utiliser la société comme outil de gestion, de diversification ou de transmission. Hop là. Alors, trois thèmes sur l'utilisation de la société civile. Donc, outil de gestion pour maîtriser les revenus pendant la détention, outil de diversification pour créer des biens propres en communauté, et puis outil de transmission pour diminuer l'actif net taxable dans les transmissions à titre gratuit. Premier point, la maîtrise de la fiscalité. Donc, comment la SCI peut-elle nous aider à maîtriser l'impôt sur le revenu ? L'intérêt économique de l'immobilier est facile à démontrer, puisqu'il nous permet en fait un rendement exponentiel grâce à des revenus, des plus-values améliorés par l'effet de levier de l'emprunt. Toute la difficulté sera de maîtriser la fiscalité sur ces revenus. En matière d'immobilier à usage d'habitation, la déduction des travaux est assez large. On peut déduire les travaux d'entretien, d'amélioration, mais jamais les travaux de reconstruction, jamais les travaux qui, par leur importance, sont assimilés à une reconstruction. Donc en matière d'habitation, on peut facilement, grâce à des travaux, travailler sur une stratégie à long terme et profiter d'une TVA à 10% lorsque vous respectez les critères sur les 6 éléments de seconde œuvre. À partir du moment
ou sur un des 6 éléments vous n'attaquez à moins de 2 tiers, vous profitez de la TVA à 10% et même à 5,5 lorsque vous améliorez la performance énergétique. La TVA à 5,5 étant réservée également à tous les travaux indissociables que vous faites, aux travaux qui auraient bénéficié de la TVA à 10%. En cette matière, la société civile ne nous apporte rien de supplémentaire. Les règles de déduction en détention directe ou en société civile sont les mêmes. Dans l'achat de neuf, c'est pareil, la société ne permet pas de contourner une acquisition par an seulement, même avec 2 associés, ni les plafonds à 300 000 € pour les logements, quel que soit le nombre des associés. Donc, dans ce domaine, la société civile ne nous apporte rien de supplémentaire aux règles générales des déductions des revenus fonciers. Pour l'immobilier à usage professionnel ou commercial, vous savez que seuls les travaux d'entretien et de réparation sont déductibles, à l'exception des travaux d'amélioration. Donc, très peu de déductions possibles. Alors, pour tout ce qui est professionnel, on peut allonger la durée du prêt pour amortir le paiement de l'impôt. On peut essayer de développer une stratégie en matière d'habitation parallèle, puisque vous savez que sur un foyer fiscal, les revenus fonciers se confondent, quelle que soit leur source. Mais pour des gros investissements, on s'aperçoit que le recours à la société IS sera souvent tout de même la solution. Alors pourquoi et comment? L'option IS ou l'inscription des murs au bilan de l'entreprise peut être faite soit au départ, soit en cours de constitution si on aperçoit qu'on n'arrive pas à payer l'impôt en même temps que le prêt. Cette option IS nécessite certaines précautions et réflexions, puisque vous savez qu'au moment de l'option IS, pour les biens qui ont été acquis, on a un enregistrement en droit fixe. En revanche, pour les biens qui avaient été apportés, ça génère un droit d'enregistrement à 5%, sauf engagement de conserver les parts pendant 3 ans. Au regard de la plus-value, on a 2 solutions possibles. Soit on conserve la valeur d'origine au bilan, mais à ce moment-là, on perd les amortissements qui auraient été pratiqués depuis l'origine. On amortit donc une valeur résiduelle, donc peu d'amortissement et un risque d'une forte plus-value en cas de revente. Donc la solution de conserver la valeur d'origine n'est pas forcément intéressante. L'idée est plutôt de réévaluer l'actif au jour de l'option, avec une imposition des plus-values latentes. Donc si j'ai une détention de 30 ans, j'ai une plus-value exonérée. Et le profit exceptionnel va être inscrit, qu'il soit taxé ou non, en compte courant d'associé, de sorte que les revenus proviendront de la distribution du compte courant. Il faudra évidemment veiller à distribuer les réserves en compte courant avant cette option pour éviter l'impôt de distribution. Cette option IS va permettre des économies très importantes. La déduction des frais d'achat, en plus des intérêts d'emprunt, des frais de prêt, toutes les taxes, l'amortissement du bien acquis, la déduction de tous les travaux d'entretien, d'amélioration, les travaux de construction feront l'objet d'un amortissement. En revanche, donc pendant toute la détention, toutes ces déductions vont permettre de neutraliser l'impôt. En revanche, à la revente, la plus-value est calculée non pas sur la valeur du bien, mais sur sa valeur nette comptable, donc qui sera de 0 au bout de 30 ans, et sans exonération pour les sociétés IS. Donc vous ne profiterez jamais de l'exonération 30 ans que l'on peut utiliser en matière de plus-value des particuliers. Au-delà de la plus-value, il faudra assumer un impôt de distribution. L'appréhension de la trésorerie va entraîner l'impôt de distribution, sauf donation avant liquidation, c'est-à-dire que au lieu d'appréhender les liquidités de la société sous forme de dividendes, vous donnez les parts aux enfants.
et vont accaparer les liquidités sous la forme d'un boni de liquidation, le prix de revient majoré par la donation, équivalent au boni de liquidation, de sorte qu'ils échapperont à l'impôt de distribution. Donc pour préciser notre stratégie, il faut, en fonction du type de bien, faire ce choix de l'IS ou non. Pour les biens à fort rendement et faible potentiel plus-value, comme les entrepôts par exemple, le choix de l'IS est justifié. Pour un bien à faible rendement et fort potentiel plus-value, comme l'habitation, on s'aperçoit que le choix de l'IS est quand même très pénalisant à terme, puisque le bien détenu par une société IS ne vaut finalement que la moitié de sa valeur si on veut en tirer des liquidités. Finalement, la solution idéale consiste à s'inscrire dans un schéma où pendant la détention, grâce à l'amortissement, vous neutralisez l'impôt sur le revenu, pendant une grande partie de la détention, et puis à la sortie du bien, vous vous trouvez dans un cas d'exonération de plus-value. Alors on a essayé tout un tas de schémas, le bail à construction, le démembrement temporaire. D'autres schémas fonctionnent, l'article 151 septies pour les petites entreprises, le 151 septies B. Mais finalement, le seul qui a véritablement résisté, c'est la location meublée, puisqu'aujourd'hui, seule la location meublée permet d'amortir le bien pendant la détention et de rester en plus-value des particuliers exonérés au bout de 30 ans. Donc voilà une réflexion sur l'option IS. Abordons la deuxième illustration, c'est l'outil de diversification. Là, l'idée, c'est une personne est mariée en communauté et elle voudrait tout de même avoir, par exemple, pour son outil de travail, constituer un bien propre. Donc l'idée, c'est de constituer une société. En principe, toute société constituée pendant le mariage tombe dans la communauté, sauf une communauté de meublés à quai constituée avant février 66. Pour constituer un bien propre, il faudra trouver une source de fonds propres, des fonds détenus avant le mariage, ou reçus par donation, si possible donation-partage, pour éviter des rapports réévalués, et puis opérer une déclaration de remploi. Vous savez qu'un arrêt du 21 novembre 1978 rappelait une dispense de déclaration de remploi qu'en apport de biens propres par subrogation réelle, mais il ne s'applique pas aux liquidités. Les liquidités, elles sont présumées communes, et donc pour constituer des parts propres, il faut une déclaration de remploi de fonds propres, et si possible faire intervenir le conjoint qui déclarera sincère cette déclaration. Toute la difficulté, c'est de vérifier comptablement le devenir de cette société propre. Est-ce que le temps ne va pas générer des créances qui vont appartenir à la communauté? Alors, j'ai choisi un exemple chiffré assez simple. J'achète un bien de 100 000 qui produit un loyer de 7 500 € par an. En dépenses, j'ai les intérêts de mon prêt, le capital, la taxe foncière, assurance, quelques travaux, pour 11 000 €. Donc évidemment, en trésorerie, j'ai un déficit de 3 500 €. En revanche, au niveau comptable, puisque mon capital que je verse à la banque n'est pas déductible, j'ai un bénéfice qui sera déclarable fiscalement. Alors, au niveau comptable, il manque des schémas, mais ce n'est pas grave. Comment va se traduire au plan comptable? On a dit que pour une trésorerie de 7 500 de loyer, j'ai 11 000 € de dépenses, donc il me faut un apport en trésorerie de 3 500 €. Celui-là, je n'ai pas le choix, je l'apporte en compte courant. En revanche, vous avez vu que comptablement, je fais un bénéfice que je vais devoir affecter. Soit je l'affecte en compte courant,
et je me retrouve avec un compte courant de 4 600 €, soit je décide dans mon assemblée annuelle de désendetter ma société, de renforcer mes capitaux propres, et donc je décide d'affecter en réserve ce résultat. Donc à droite, vous avez le cas où vous avez tout mis en compte courant, et puis à gauche, vous avez la situation où la partie résultat, je l'affecte en réserve. Au bout de 10 ans, par exemple, le couple divorce, comment traiter ces créances? Donc, à droite, j'ai accumulé un compte courant de 58 000 € qui correspond au capital du prêt remboursé. Et puis à gauche, tous les ans, j'ai eu cette politique de mise en réserve. Donc, j'ai accumulé une réserve de 22 900 et donc je n'ai qu'un compte courant de 35 350. Vous savez, alors la société, elle est propre. Les réserves de 22 900 appartiennent à la société. Donc vous avez vu que si j'ai décidé de tout mettre en compte courant, j'ai un compte courant qui est commun, puisque les revenus des biens propres appartiennent à la communauté. J'ai un compte courant de 58 000, qui est une créance entre la société et un époux, donc elle n'est pas soumise à la revalorisation, ni 1543 créance entre époux, ni revalorisation des récompenses. Pour moi, donc, c'est une créance au nominal. Si finalement j'ai eu cette politique de mise en réserve régulière tous les ans, eh bien, je n'ai qu'une créance de communauté que de 35 000. Admettons que, sur les conseils de l'expert comptable, j'ai décidé d'amortir le bien. Vous savez que l'amortissement, pour une société hier, ne produira aucune diminution de l'impôt sur le revenu. Mais ça va changer la comptabilité puisque j'amortis par exemple 5 000 € par an. Là, j'ai amorti un peu vite. Donc, au lieu d'avoir un bénéfice de 1 100 €, j'aurai un déficit de 3 900 €. Sur une dizaine d'années, je vais donc cumuler une perte de 27 000 € grâce à l'amortissement. Une perte purement comptable. En fait, annuellement ou régulièrement, je vais prendre sur mon compte courant, sur les 35 000 d'apports de trésorerie que j'ai faits qui ont généré mon compte courant, pour éteindre la perte. Donc en réalité, le jour où vous allez avoir le bilan de l'expert comptable, vous n'aurez plus qu'un compte courant de 8 300. Donc vous voyez, si j'affecte en compte courant sans amortir, j'ai une créance de 58 000. Je fais une politique de mise en réserve, j'ai un compte courant que de 35 000. Et si j'ai amorti, je n'ai un compte courant que de 8 300 €. Alors, il y a quand même une limite à ça. C'est que là, on voit bien qu'on a éteint des pertes d'une société propre avec un compte courant commun. Là, ça génère une récompense qui, à mon avis, peut être évaluée au profit subsistant puisqu'elle a permis l'acquisition et le financement d'un bien propre, à condition d'en connaître l'existence et le montant. Et donc, en fait, lorsque on traite des sociétés civiles dans nos divorces, par exemple, il faudrait demander, au-delà de la valeur des parts et des comptes courants, le mode comptable qu'a choisi l'expert comptable. Est-ce qu'il a fait une politique de mise en réserve? Est-ce qu'il a pratiqué un amortissement? L'amortissement sera systématique dans les sociétés IS. Parce qu'en fait, du coup, on ne fait qu'un calcul erroné et approximatif des récompenses. Alors vous allez me dire, mais est-ce que le fait de mettre en réserve, ce n'est pas quand même une fraude au régime de la communauté? Alors on a un arrêt de Grenoble du 26 mars 2012 où un conjoint avait, avec une amie, créé une SCI grâce à un don manuel non déclaré à l'administration fiscale. Ça ne démarrait pas très bien. Le tribunal a considéré que la société avait été constituée avec des fonds communs et la Cour d'appel a même annulé la société pour cause illicite.
car elle reposait sur l'intention de soustraire à la communauté le bien immobilier et exclure le droit à récompense, dans la mesure où tous les associés ont concouru à la fraude. Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Le fait de créer un bien propre en société n'est pas une fraude. Parce que si le bien perd de la valeur, le conjoint qui a la société propre, il perdra. Donc c'est normal que le conjoint profite de la plus-value, puisque là j'ai pris un exemple, le bien valait 100 000 finalement au départ, puis finalement il ne vaut plus que 70 000 au moment du divorce où le prêt est fini. Mais le compte courant de la communauté, il est de 100 000, qu'il assume seul. Donc le fait de créer un bien propre en communauté n'est pas une fraude, puisqu'il y a un risque de perte et une chance de gain. C'est la mise en réserve systématique, qu'il faudra justifier pour qu'elle ne soit pas critiquée comme une fraude à la communauté. Donc attention aux effets comptables de ces sociétés propres dans les régimes de communauté. Alors le troisième exemple, c'est l'optimisation de la transmission. Cette réflexion correspond à un souhait fréquemment exprimé par nos clients, c'est transmettre l'avoir et retenir les pouvoirs. L'idée, c'est de transmettre évidemment à ses enfants pour diminuer la fiscalité de la mutation à titre gratuit et puis conserver les revenus et le plus de pouvoir possible. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de comparer entre la détention directe et la société civile, la préservation des revenus, la contribution aux dépenses et puis la préservation des pouvoirs. Tout d'abord, la préservation des revenus. Que le bien soit en détention directe ou en société civile, les revenus seront les mêmes. En revanche, la contribution aux dépenses va être différente. Pourquoi ? En détention directe, lorsque l'usufruitier finance des travaux d'entretien et d'amélioration, en vertu de l'article 599 du Code civil, l'usufruitier les paye à titre définitif pour les travaux d'entretien et d'amélioration, de sorte que le nu propriétaire ne devra jamais d'indemnité au décès de l'usufruitier. En revanche, pour des travaux de construction et de grosses réparations, une indemnité est due au moment du décès. Alors que si vous êtes en société civile, dans tous les cas, quels que soient les travaux, vous aurez un compte courant d'associé à déclarer dans la succession de l'usufruitier. Donc finalement, à hauteur des travaux d'entretien et d'amélioration, la détention directe permettra un actif taxable en moins, tout simplement. Sur la préservation des pouvoirs. Alors, là, la société civile a un vrai intérêt, puisque vous savez, quand je donne avec réserve d'usufruit, je peux prévoir dans ma convention qu'en cas de vente, les enfants s'obligent à un remploi ou à un quasi-usufruit, mais je ne peux pas obliger les enfants à vendre dans mon acte de donation. Donc le fait de donner en détention directe fait que je suis tributaire d'un refus possible des enfants. Alors qu'en société civile, je vais améliorer les pouvoirs de l'usufruitier et donc l'usufruitier des parts sociales pourra décider de vendre tel ou tel bien et d'en racheter d'autres sans l'accord des enfants. Mais attention, la limite de cela, c'est que comme j'ai choisi une société civile, je ne peux pas, par exemple, dire « tiens, je vends un bien en location vide et puis je rachète une voiture pour me faire plaisir ou de location meublée ». Je suis contraint par l'objet civil de ma société. Et donc, finalement, le schéma idéal, à mon sens, c'est de donner juste avant de vendre, parce que sur un court laps de temps, le risque du refus de l'enfant est moindre.
et puis derrière, de se faire consentir un quasi-usufruit. Ça va permettre à mon usufruitier de retrouver les pleins pouvoirs, investir dans ce qu'il veut, une voiture, un nouvel appartement, une location meublée, une entreprise, alors que sinon il était contraint par la société civile. S'il rachète une résidence principale, le jour où il revendra, il sera exonéré de plus-value. S'il avait réinvesti avec les enfants, ce ne serait pas le cas. Donc finalement, ce schéma de la donation avant cession suivi d'un quasi-usufruit est finalement, en matière de préservation de pouvoir, idéal. Lorsque la donation avant cession suivie d'un quasi-usufruit neutralise une plus-value, pendant très longtemps, l'administration fiscale était partie à la bagarre. Elle avait gagné en 2015 sur l'abus de droit. Heureusement, on a un arrêt récent du 10 février 2017 qui a donné raison aux contribuables. Donc aujourd'hui, vous pouvez donner avec réserve d'usufruit, vendre, constituer un quasi-usufruit évidemment conventionnel avec un acte authentique pour combattre la présomption de 773.2 et sans constituer un abus de droit. Alors, l'arrêt ne pose pas de conditions, mais on a quand même au comité eu les conclusions du commissaire du gouvernement, du rapporteur, pardon, et en fait, il faut quand même, je ne sais pas pourquoi ils ont retenu cette idée, que le principe du quasi-usufruit soit prévu dans la donation et qu'à défaut, une garantie du paiement du quasi-usufruit soit prévue. Donc il faut quand même être assez prudent sur ce schéma sur lequel l'administration a bataillé pendant longtemps. Donc voilà une modalité de répartition des pouvoirs selon la détention directe de la société civile. On arrive enfin à la transmission de l'avoir. Transmission de l'avoir, l'idée évidemment est de diminuer l'assiette des droits d'enregistrement. Un petit clin d'œil avec cette possibilité de réserve d'usufruit temporaire. L'idée, c'est qu'au lieu de donner un bien en pleine propriété, je donne un bien et je me réserve un usufruit pendant 1 an ou 2 ans et je diminue mon assiette de 23%. Alors vous dites, ouais, attention à l'abus de droit. Je ne sais pas si on peut commettre un abus en utilisant une règle qui, de toute façon, prétend qu'un usufruit d'1 an vaut la même valeur qu'un usufruit de 9 ans. Donc la règle est tellement imprécise que, bon, il faudrait quand même, idéalement, justifier avec un élément objectif, un départ en retraite ou tel changement familial, ce délai, s'il est très court. Puisqu'évidemment, on utilise, dans le meilleur cas, un usufruit d'1 an, de 2 ans. Bon. Mais l'administration ne vous rend pas la différence quand c'est 8 ou 9. Hein. Bon. La deuxième pratique assez fréquente, c'est la donation aux enfants pour qu'ils achètent la nue propriété et puis les parents achètent l'usufruit. Alors, moi je ne suis pas très favorable à cette solution pour plusieurs raisons. Donc l'idée c'est que les parents vont acheter l'usufruit et puis les enfants la nue propriété grâce à la donation de sommes d'argent. Alors si vous n'avez qu'un usufruitier, il n'y a pas vraiment de problème juridique. Si vous avez 2 usufruitiers qui achètent, en fait, vous savez que nu ou plein, seul un propriétaire peut démembrer. Donc votre acheteur ne peut pas démembrer, il n'y a que le vendeur qui peut démembrer. Sauf à constituer une tontine en usufruit, dont la validité n'est pas avérée. Donc le schéma consiste aujourd'hui à demander à un vendeur de constituer un usufruit ouvert, puis un second usufruit qui s'ouvre à terme. Avec quelle fiscalité à l'ouverture du 2e usufruit? Donc, lorsque vous achetez par 2 usufruitiers, je trouve que le schéma est expérimental. La réserve fiscale, c'est évidemment l'article 751. Lorsque vous faites un achat démembré, vous êtes dans le champ d'application de 751, sauf preuve contraire. La nouvelle rédaction de 751 a admis que le fait de donner des fonds à des enfants pour qu'ils achètent la nue propriété permet de rapporter la preuve contraire. Pour moi, à condition de ne pas utiliser un usufruit économique. Parce que la nouvelle rédaction de 751 prévoit qu'on peut écarter l'application de 751, donc on peut être en dehors du champ d'application si on n'utilise pas l'usufruit économique.
vu cette rédaction, est-ce que vous pensez que l'administration accepterait la preuve contraire si on utilise un usufruit économique, alors qu'elle n'accepte d'être en dehors du champ que si on utilise un usufruit économique? Donc, je pense que la preuve contraire serait difficile à rapporter si vous utilisez un usufruit économique. Après, l'autre solution, pour être tranquille, c'est de faire acheter la nue propriété par une société civile. Même constituée avec tous les enfants, la SCI ne sera jamais héritière. Et donc, là, la présomption sera inapplicable. Donc, après l'achat de usufruit du propriété, le dernier point, c'est la transmission de l'actif net minoré. Sur l'actif net minoré, j'ai repris le même exemple. Donc là, l'idée, c'est qu'au lieu d'acheter un bien de 100 000 et puis le donner avec réserve d'usufruit, sans pouvoir déduire la valeur de l'usufruit puisque je le garde à ma charge, c'est la société civile qui va acheter un bien de 100 000, faire un prêt de 100 000, donc ma société civile, au moment de la constitution, a une valeur nulle. Je donne la nue propriété des parts, sans utiliser donc mes abattements. Et puis, 10 ans après, donc la nue propriété des parts appartient à mes enfants, l'usufruitier décède. Évidemment, les parts ne sont pas dans l'actif successoral. Que dois-je mettre dans mon actif successoral? Les comptes courants d'associés de l'usufruitier. Alors là, l'exemple est le même qu'en matière de récompense. Soit j'ai fait une politique systématique d'affectation en compte courant. Donc là, c'est mon usufruitier qui est titulaire de ce compte courant de 58 000. Soit j'ai fait une politique de mise en réserve tous les ans en expliquant dans mon assemblée générale que je renforce mes capitaux propres, que je désentête ma société vis-à-vis du banquier, etc. Donc là, j'ai une société propre qui vaut 23 000 et je n'ai qu'une créance de compte courant de 35 000. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas une donation indirecte, le fait de mettre en réserve? Alors, on a ce fameux arrêt Cadieux qui avait confirmé à l'époque, du 10 février 2009, qui avait été brillamment commenté par Rémi Gentilhomme, qui avait confirmé que le fait de mettre en réserve ne constituait pas une donation indirecte. Et le tribunal avait retenu un argument intéressant, soulevé par un avocat, c'est qu'en fait, cette somme n'a jamais transité par le patrimoine de l'usufruitier. Donc, il ne peut pas en être le donateur. Alors, c'était un arrêt intéressant. Souvent, la qualité d'un arrêt dépend de l'argumentaire des avocats, puisque vous savez qu'un juge ne peut statuer ni ultra ni infra petita. Il répond qu'aux questions posées, mais à toutes les questions posées, sauf problèmes juridiques d'ordre public. Et donc là, la Cour de casse avait été séduite par cet argument. Est-ce qu'elle aurait décidé la même chose si on avait tout simplement rappelé que l'article 843 rappelle que tout avantage indirect est rapportable? Et si vous mettez à l'épreuve ce cas dans une situation où vous avez deux enfants, un enfant qui a eu la société civile avec une mise en réserve et un enfant qui a une société civile avec le compte courant, vous voyez bien qu'il y a un petit avantage indirect qui mériterait d'être traité quand même. Mais bon, cet arrêt du 10 février 2009, évidemment, était satisfaisant puisque ça diminuait l'assiette taxable des comptes courants. Alors, après, il y a d'autres moyens de vider les comptes courants au fur et à mesure, si on ne veut pas tomber dans cette mise en réserve qui risque peut-être un jour d'être qualifiée d'avantage indirect rapportable malgré tout. La première solution, c'est évidemment d'utiliser l'abattement de 100 000 tous les 15 ans. L'autre solution, elle est comptable. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir fini votre prêt, je l'ai
pas non plus, c'est pas grave. Une fois que vous allez avoir fini votre prêt, tous les ans, vous aurez de la trésorerie, au-delà du bénéfice de la société. Ce bénéfice, soit vous l'affectez en compte courant, vous augmentez le compte courant de l'usufruitier. Soit le bénéfice, soit vous continuez à l'affecter en réserve, et avec la trésorerie, vous videz les comptes courants. Et puis, au bout de quelques années, vous n'aurez plus de compte courant. Donc voilà quelques exemples qui doivent retenir notre attention sur les effets comptables sur lesquels nous devrions plus souvent interroger les experts comptables, soit dans les divorces, soit dans les successions, pour traiter nos récompenses et nos rapports. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Maître Arnaud Wyss. Alors, on va pouvoir prendre quelques questions dans la salle et aussi sur la tablette, en ligne, par SMS et en ligne. Il y a une petite remarque qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a un goûter? Alors, l'équipe organisatrice n'a pas prévu de goûter. En revanche, ils ont prévu un bel apéritif. Donc, on compte sur vous ce soir, 20h, au Mama Shelter. Avec, bien sûr, la soirée pour la Fondation Notaire et Breton. Donc, je ne vous pose pas la question si vous voulez un goûter, maître. On va plutôt passer aux choses sérieuses. Est-ce qu'il y a d'abord des questions dans la salle? Est-ce que nous avons des questions concernant cette conférence présentée par Maître Wyss? Est-ce qu'il y a une question? Alors, on a une question qui est arrivée en ligne, par SMS aussi. Quid de l'opportunité en SCI de régulariser une mise à disposition à titre gratuit du bien détenu par la SCI au profit des associés pour éviter la création systématique de comptes courants d'associés lorsque le bien ne génère pas de revenus et permettre une mise en LMNP, donc la location meublée non professionnelle, occasionnelle du bien par les associés en direct sans risque d'une requalification à l'IS. La question est complète. On relance le chrono de 45 minutes. La salle est à vous. Pardon. Alors, donc régulariser une mise à disposition. Oui, je pense qu'il faut la relire deux fois. En fait, le fait pour une société civile d'avoir une activité commerciale, ça pose un problème fiscal, mais ça pose un problème aussi civil. C'est que certains arrêts ont annulé les actes de la société civile parce que l'objet ne doit pas être commercial. Donc, par exemple, des SCI à l'IS de marchands de biens, je pense que juridiquement, ce n'est pas sécurisant. Il faut qu'une société civile ait une activité civile. Donc la location meublée est fiscalement considérée comme commerciale, et si la location meublée est considérée comme civile, sauf si vous avez des activités de prestation. Et là, même juridiquement, elle devient commerciale. Et là, elle ne doit pas être logée dans une société civile. Très bien, c'est noté. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame, vous avez levé le bras. Ah non, pardon, excusez-moi, vous étiriez, pardon, excusez-moi. Véridique. En fait, la seule limite, c'est que dans une société civile, vous pouvez avoir une activité commerciale qui n'est pas supérieure à 10% du chiffre. Donc souvent, les gens disent « moi, j'ai une résidence secondaire, je la loue que 3 000 € par an, c'est pas grave ». Si, parce que c'est 100% du chiffre. Ou alors, ce serait une activité d'un bien qui représenterait que 10% du chiffre, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres biens avec une activité civile à ce moment-là. Merci donc à Maître Arnaud Wyss. Merci beaucoup pour cette présentation. Vraiment.